Spartiate, bienvenue. On va voir aujourd'hui les cryptos qui sont préférés en Chine, ou par la communauté chinoise en tout cas. Et ici, on a un excellent article de fxstreet.com qui nous dévoile un peu les cryptos favorites de la communauté chinoise. Donc, la communauté crypto chinoise choisit Ethereum, vous voyez, Arbitrum et BNB Chain comme principaux protocoles. Donc, les utilisateurs de langue chinoise classent Ethereum, Arbitrum et la chaîne BNB, donc la BNB Chain, la blockchain donc de Binance, parmi les 3 premiers protocoles. Ensuite, on a quelques jetons liés au protocole DeFi, à l'infrastructure, comme Chainlink ou The Graph, ou aux NFT, qui sont devenus la catégorie la plus en vogue du récit crypto en Chine. Et donc, les investisseurs et les VC basés en Chine ont versé des capitaux aussi dans le GAL de Galx, OneInch, GRT, donc The Graph, Avax, Polkadot, Falcon, entre autres, et d'autres protocoles. Donc, les protocoles Ethereum, Arbitrum et BNB Chain sont les meilleurs choix pour la communauté crypto chinoise, selon les données d'un rapport, un catalyseur haussier possible pour les jetons liés au protocole, alors que Hong Kong s'ouvre aux investisseurs de détail. Donc, la communauté crypto chinoise favorise les projets donc, sur la chaîne Ethereum, Arbitrum et BNB. C'est ce qui est dit. Le récit de la crypto chinoise, la cryptographie chinoise prend de l'ampleur avec l'ouverture de Hong Kong au commerce de détail. Donc ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Donc regardez, hein, ici. Et la langue chinoise et les projets les plus favorisés sont liés aux écosystèmes. En gros, voilà, c'est surtout les écosystèmes qui sont priorisés. Donc, les Chinois priorisent, on va dire plutôt les protocoles, on va dire, qui sont dans l'écosystème Ethereum, Arbitrum et BNB. Donc, les protocoles qui nourrissent, qui sont à l'intérieur. Donc, un récent rapport du média chinois de cryptographie, TechFlow, compilait les projets, les détails des projets. Ah, donc en fait, il parle plutôt voilà, il y a la DeFi, il y a les NFT, tout ça. Ah oui, voilà, regardez ici. Donc on le voit, hein, les principaux écosystèmes. Et vous voyez que c'est surtout Arbitrum, hein, l'écosystème d'Ethereum, avec Arbitrum inclus, qui sont favorisés en Chine. Hein. Vous avez même Optimism qui est pas loin. Hein. Ensuite, pas loin derrière BNB. Donc on voit que Ethereum a la cote. C'est ce qu'on peut retenir en fait de tout ça, c'est que Ethereum a une grosse cote, Ethereum et Binance, puisque Arbitrum et Optimism. Et regardez, bah, juste après Optimism, bah, finalement, regardez, hein, c'est Polygon. Hein. Donc tout l'écosystème EVM, si vous voulez, l'écosystème EVM est très, très adulé en Chine. Voilà. Et là, de ce que je remarque aussi, et c'est ça, c'est que finalement, les optimistiques roll-up là prennent le pas et prennent de l'avance hein, sur Polygon Matic. On peut voir sur la DeFi que Arbitrum est devant Polygon. Et là, on le voit. Bon, après, au niveau des NFT, je pense que Polygon, à terme, ça peut être la chaîne d'Ethereum qui va se baser, qui va s'occuper du cas des NFT. Sans doute, peut-être, hein, je dis ça. Mais en tout cas, Ethereum domine largement Polygon. Sur CryptoSlam. Donc les spéculateurs préfèrent même utiliser la chaîne Ethereum par rapport aux NFT. Bon. Mais en tout cas, on voit que ça a la cote même en Chine. Hein. Donc, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu Conflux chuter totalement là. Sur CoinMarketCap ou sur Bubble Crypto là. J'ai vu le cours de Conflux voilà, s'effondrer un peu. Je pense que c'est par rapport à ce genre d'article là. Mais Conflux depuis est un peu remonté. Mais on voit que même de l'autre côté, même en Chine, Ethereum est priorisé par les VC, par les investisseurs ou les protocoles qui sont dans l'écosystème Ethereum. Donc Ethereum, BNB, voilà. C'est les deux grosses blockchains. Voilà. Arbitrum, Optimism, Polygon, c'est des layers 2 d'Ethereum. Donc ils s'incluent dans Ethereum. Donc pas mal. Ethereum, le protocole de la blockchain de couche 1 dominant, est le plus préféré des investisseurs chinois, à 85,4%. Arbitrum, l'une des principales solutions de mise à l'échelle de couche 2, est à 68%, tandis que BNB Chain est à 56%.
Donc, vous voyez, hein, regardez où orienter vos investissements. Surtout que le narratif chinois, la Chine va peut-être relancer le bull run. Donc, ce serait pas déconnant d'investir ou de viser Ethereum et ses Layer 2 et la BNB Chain, là. Donc, ces 3 protocoles hébergent plusieurs applications décentralisées. DApps, des jeux, des infrastructures et des projets blockchain. Donc, ici, vous voyez que, voilà, ils prennent le pas. C'est pas qu'il y a que eux, mais ils prennent le pas. Et ensuite, les autres protocoles qui ont gagné en pertinence dans le récit chinois sont Solana, Optimism, Polygon et ensuite Avalanche et Cosmos, selon les données. Mais vous voyez que quand même, les layers, les autres chaînes de blocs là, Solana, bon, quoique Solana est proche quand même des layers 2 d'Ethereum là, voilà, ça se tient. Mais ensuite, voilà, Avalanche, moi, c'est pour ça que je veux lancer une vidéo là, par rapport à mon scepticisme sur les outsiders là, Polkadot, Cardano, Solana, Avalanche. J'ai de plus en plus de doutes. J'ai l'impression que Ethereum gagne haut la main et avec ses Layer 2, j'ai l'impression qu'ils ont l'avantage sur les autres outsiders de Layer 1. Là. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est mon avis. Je pense que j'orienterai plus mes investissements sur l'écosystème Ethereum que sur les outsiders, pour être sûr en tout cas. De plus, les experts à l'origine du rapport ont compilé une liste de projets dans lesquels des capital risques VC basés en Chine ont investi aussi dans Galx, OneInch, donc The Graph, Avalanche, Polkadot et Filecoin. C'est les principales crypto-monnaies du portefeuille des VC. Donc on voit que quand même les gens investissent encore sur Polkadot ou sur Avalanche. Et même, voilà, The Graph, bon, The Graph normal, et même Filecoin. Bon. Donc ces cryptos-là ont encore la cote, hein. Après les venture capital là. Donc voilà. Voilà pour cet article. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on voit que les réseaux Ethereum, BNB sont les dominants avec Arbitrum qui appartient à Ethereum, mais enfin qui est le layer 2 d'Ethereum. Et voilà, et juste derrière Arbitrum, vous avez Optimism et Polygon. Donc les layer 2 et l'écosystème en entier là d'Ethereum est favorisé, hein. On le voit clairement en Chine. Les Chinois sont clairement visent l'écosystème Ethereum, en plus de la BNB Chain. Donc c'est ce qu'il faut retenir, en tout cas par rapport à ça. Donc voilà, on va avancer. On reste sur la Chine. La Chine est peut-être perturbatrice et alimente l'anxiété, mais les pourparlers doivent se poursuivre, selon le chef de la défense. Donc le découpage de la Chine n'est pas une option, mais il est important de trouver un moyen de réduire les risques de dépendance, a déclaré le ministre allemand de la Défense. La Chine a été le partenaire commercial le plus important de l'Allemagne de la dernière décennie. Et la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Australie, mais les relations entre les deux restent complexes. Donc vous voyez que la Chine est un grand partenaire commercial, mais les Occidentaux cherchent à s'en débarrasser en gros. Donc on verra s'ils vont réussir par rapport à tout ça. Et apparemment ici, la Chine se dirigerait-elle vers une stagnation semblable au Japon? Un économiste dit que le pire est probablement derrière nous. Donc est-ce que la Chine va vers une stagnation? C'est ce qu'on va voir. Alors la Chine... pourquoi il dit ça? Bon, je sais pas pourquoi il parle de stagflation ici. La stagflation, je crois que c'est une inflation forte. Enfin, c'est une inflation qui reste élevée, je pense. En fait, qui stagne, je pense. Hein. J'avais vu, bah attendez, on va aller noter ça. Stagflation, définition. Alors la stagflation décrit comme une situation économique très particulière, marquée par un double phénomène. Un ralentissement de la croissance économique associé à un taux de chômage élevé, avec une forte hausse globale des prix en même temps. Donc vous voyez, en fait c'est une inflation qui monte, et à côté de ça, les prix qui ralentissent. Donc ça c'est un phénomène assez particulier, ouais. Le ralentissement. Ah, c'est bizarre ça. C'est assez bizarre. Hein. En fait, les chiffres, la croissance qui diminue, mais l'inflation qui est forte. Donc c'est un phénomène assez particulier. En général, il faut que la croissance
augmente pour qu'il y ait une inflation. Il faut que l'économie se... En fait, quand il y a une croissance forte, ça réchauffe l'économie et ça crée une inflation. Mais là, en fait, la croissance, elle diminue. Donc, normalement, l'économie devrait se refroidir, comme le PIB chute. Mais en fait, là, bah non. L'inflation reste forte alors que la croissance diminue. Donc, c'est assez particulier. Et apparemment, ça serait le cas comme au Japon, là. Bon. On verra pour le cas chinois. Mais c'est pas bon hein, d'avoir une inflation qui monte et un PIB qui descend. Donc vous avez compris qu'une stagflation, c'est pas bon. Alors, les prix du pétrole augmentent. Donc là, on sort de la Chine là. Et on va en Arabie Saoudite. Enfin, on va s'attarder sur les prix du pétrole qui augmentent après que l'Arabie Saoudite a promis de nouvelles réductions volontaires de la production. Donc comme vous le savez, là en ce moment, l'Arabie Saoudite réduit voilà, les barils de pétrole. Et donc, ça fait grimper les prix. Donc, l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite hein, qui est à la tête. Enfin, voilà. L'OPEP, c'est une organisation des pays membres, voilà, qui possèdent du pétrole, voilà. Mais c'est l'Arabie Saoudite qui est un peu à la tête de ça, là, on va dire. Qui est leader, en tout cas. Et l'OPEP pompe environ 40% du brut mondial. Et les décisions politiques peuvent avoir un impact significatif sur les prix. Donc c'est l'OPEP, vous avez vu que c'est proche de la moitié hein, de la production mondiale. Et la production du Royaume-Uni diminuera à 9 millions de barils par jour. Contre 10 millions de barils en mai. Donc ils enlèvent 1 million encore de litres de barils. Et ça, bah, ça alimente les prix. Hein. Ça alimente les prix. Donc les prix du pétrole s'envolent. Hein, après que l'Arabie Saoudite a promis de nouvelles réductions volontaires. La production au Royaume-Uni diminuera d'1 million de barils par jour. On vous avait averti il y a 2 semaines, c'était à prévoir. Donc regardez hein, les prix. Là, je sais pas si... Ouais, c'est sur la journée. Ouais, et regardez comment ça explose là. Au niveau des prix là. Donc là, c'est sur la journée. Et bim, ça explose. Donc en gros, le ministre saoudien de l'énergie met en garde les shorteurs du pétrole. Le Brent a chuté de près de 39% en un an. Mais les spéculateurs baissiers ont été avertis de faire attention. Juste avant une réunion de l'OPEP qui risque d'annoncer une baisse de production. Et donc, ouais, en fait, bah, justement, le ministre saoudien dit aux spéculateurs de faire attention parce que comme ils vont réduire la production, ça va faire exploser les prix. Et donc, pour ceux qui shortent et qui voient une baisse, ils doivent faire attention parce que là, au contraire, ça va exploser. Et donc, ça va monter. Donc, au moins, le ministre saoudien pense aux spéculateurs et les avertit de tout ça, là. Donc, voilà, ils sous-entendent qu'ils vont baisser la production et faire mécaniquement monter les prix. Donc, ça va. Le ministre saoudien qui est cordial et qui prévient, en fait, les spéculateurs. Sur les marchés, c'est assez calme. Les contrats à terme sur action, on peut changer après la meilleure semaine du SP500 depuis mars. Donc les marchés, bon c'est calme mais c'est un peu, même un peu rouge, hein, surtout sur la crypto. Donc ce qui est calme, le chef du Fonds monétaire international, donc je crois que c'est une femme, hein, c'est elle là, affirme qu'il n'y a pas de ralentissement significatif des prêts et que la Fed devra peut-être en faire plus. Donc voilà, toujours des articles assez pessimistes qui sortent où il faut encore aller sur les taux, encore augmenter les taux, encore combattre l'inflation. Voilà. Puisque apparemment, elle dit qu'il n'y a pas encore de ralentissement des prêts. En gros, elle parle de quel prêt là? Je ne sais pas si c'est immobilier ou pas, ou des crédits à la consommation. Mais en gros... voilà, ça continue à prêter à tout va, alors que normalement l'économie devrait se refroidir et les particuliers devraient arrêter de contracter des prêts puisque les taux devraient être très élevés. Et c'est pas ce qui se passe, malgré que les taux soient à des bons niveaux assez élevés, et ben les consommateurs, les particuliers continuent à contracter des prêts. Et donc la chef du Fonds monétaire international dit qu'il va falloir encore peut-être augmenter les taux pour calmer et refroidir l'économie là. Bon, on verra, mais tout ça, voilà, hein, les marchés qui ne peuvent pas aller en hausse avec cette crainte-là, toujours plus de crainte là. Donc à voir. PP, ça se passe très mal. PP qui plonge, hein.
On verra pour plus tard pour PP. Le Bitcoin, voilà, hein, qui corrige. Presque proche de moins 2%. Sur la semaine, c'est du moins 4% quand même. Donc le Bitcoin qui est range et qui est un peu dans la difficulté. Alors, on va avancer. Hein. C'est un peu rouge, donc voilà. Est-ce qu'on va venir corriger sur ce trend-là, baissier là, le trait blanc là, et rebondir dessus? On va voir. Mais si on casse ça, on peut aller bien plus bas, aux 25 000, tout ça. Donc surveillez ça. Voilà, on peut... Ici, on est à ce niveau. 26 800, on peut rebondir jusqu'à 25 000, voire un peu plus bas. Hein, jusqu'à 24 000 et quelques même. Si on vient faire comme ce qui est montré là, la flèche blanche là. Donc à voir. On peut aller plus bas. Là, la configuration, elle est parfaite pour aller à 25 000. Donc sur le court terme, bon, restez prudent parce que là, le Bitcoin peut corriger encore plus là. Donc regardez, hein, ici, on est toujours de ce range. Et ici, le bas du range nous mettrait à 26 200. Donc au lieu d'aller à 25 000, peut-être qu'on va corriger encore de 400 points peut-être. Et descendre à 26 200 plutôt que d'aller dans les 25 000. Voilà, ça c'est les trucs de week-off là. Donc à voir. Et sinon, le point haut à casser, ce serait ici 27 893. Donc à voir si on passe au-dessous des 28 000 en gros. Si on touche les 28 000, on pourrait aller bien plus haut. Donc on verra. Impossible à dire, hein. Tout dépend de la macroéconomie, tout ça. Donc voilà, l'histoire se répète. Si vous constatez bien, on est sur le bleu, hein, donc on s'est retourné. Hein, on n'est plus dans le rouge là. On est au niveau du bleu. Donc voilà, on revient au niveau du bleu et après peut-être on va aller dans le jaune et ensuite dans le vert. Hein. Donc, enfin dans le vert plutôt. Ensuite après le bleu c'est direct le vert. Et ensuite jusqu'à que on monte, enfin, jusqu'à qu'on redescende et qu'on va dans le jaune et puis dans le rouge. Voilà. Donc on va voir. En ce moment c'est du bleu donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça monte. À voir en tout cas. Ici sur le moyen long terme. Donc voilà, hein. La dernière fois, regardez ce qu'on avait fait dans le carré blanc là. Ici, vous voyez, ça, c'est un carré là. On avait touché 3 pics et 3 bas. Vous voyez ici là, les 3 points hauts verts et les 3 points bas rouges. Avant de ranger et d'exploser surtout. Ici, regardez, on recommence. Donc là, on a touché 3 points hauts verts et aussi 3 points bas rouges. Là, on a rangé et là, on remonte. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Si on fait comme en 2015, entre 2014 et 2018, bah là, ici, on pourrait faire pareil entre 2021 et 2024. Là, si on fait la même chose, on peut rapidement aller très très haut. Hein, et aller jusqu'aux 130 000. Donc, est-ce que ça va se passer? Bon, ça dépend. Il faut des catalyseurs. Peut-être la victoire de Ripple sur la SEC. Je sais pas. D'autres catalyseurs. Mais ça se pourrait. Donc, retenez ça. On verra. On verra si on fera pareil ou pas. Voilà, hein, sur le long terme, ici, voilà, on bute hein, sur une grosse ligne. La ligne violette là, de résistance. Ici, qu'est-ce qu'il y a marqué? Bitcoin travaille de la droite d'ajustement robuste. Donc, on verra. Donc, à l'heure actuelle, BTC traite la ligne violette du couloir de la loi de puissance. Une fois cela fait, comme chaque cycle, il visera le bleu. Qui ne cesse de monter et est actuellement aux 54 000. Donc si on rebondit sur ça, on pourrait aller directement, avec peut-être encore des hauts débats, hein, mais directement vers les 54 000 pour aller toucher le bleu là. Donc voilà par rapport à ça. Ici, ça nous montre que les altcoins aussi, il n'y a pas que le Bitcoin, mais les altcoins seraient prêts là. Ah, là, vous voyez, on est dans une zone là, ici, où il y a des croisements, des RSI, des choses comme ça là. Vous voyez la zone jaune là? En général, quand on est dans ces zones jaunes là, en général, ça explose et voilà, ça fait quelque chose. Regardez, à chaque fois, ça s'est passé. Ici, voilà, on y est et on a tout pour exploser. Et ça s'appelle une failing wedge pattern. Donc, c'est ce qui nous attendrait là. Donc, si vous regardez bien, si je résume hein, tous les charts là, sur le moyen terme, on est haussier. Après, sur le court terme, là, on peut recorriger à 25 000. Donc,
patienter, peut-être, il va y avoir un bon point d'entrée aux alentours des 24-25 000. Et peut-être que après voilà, ça va aller plus haut. Sinon, bon, si vous sentez que ça peut aller plus haut, là, avec les charts long terme, là, que vous voyez là, voilà, hein, rentrez tout de suite. Donc, à chacun de voir. Donc, regardez, c'est toujours la même chose, les patterns. Vous voyez les RSI en bas, quand ils s'entrecroisent, en général, ça va beaucoup plus haut. Et là, ici, dans le dernier, on s'est entrecroisé. Donc maintenant, on est très bullish. Maintenant, il faut que la montagne, la courbe verte aille jusqu'en haut comme d'habitude. Et c'est ce qui nous attend. Donc là, voilà. Hein. Là, voilà, on va peut-être aller jusqu'aux 48 000 avant de buter. Et ensuite, casser ça plus loin, peut-être au halving du Bitcoin 2024. Et aller, voilà, bien plus haut là. Donc voilà. Voilà. Est-ce que je l'ai partagé, ça? Ouais. Vous retrouvez tout ça sur mon Twitter, hein, n'oubliez pas. Encore 2-3 charts et on passe le reste des actualités et j'en reste là. Donc là, on est à peu près à 20 minutes hein, déjà. 20 minutes. Donc Bitcoin et le RSI hebdomadaire ont formé respectivement un coin descendant en dessous et au-dessus de la résistance. Donc regardez, hein, c'est toujours pareil. Regardez, au niveau du RSI, les traits jaunes là, on casse et après on va plus haut. Vous voyez ici. Je vous mets l'image de reculer, hein, comme ça vous lisez à peu près. Et c'est toujours pareil. Hein. Là, on est en train de le faire une deuxième fois là. Donc là, vraiment à moyen terme, moyen-long terme, on est très bullish. Hein. Quand on regarde tout ça, là, c'est très très bullish. C'est pour ça. Moi, en tout cas, je vais mettre voilà, le maximum là de ma paye. 80-90% de ma paye va aller dans... Voilà, je vais recharger. C'est le moment. Avant le halving 2024, c'est le moment de mettre le paquet. Et après, en bull run, vous pourrez vous relâcher et jouer de ce que vous avez investi. Mais voilà, moi, je recharge à fond cette année. Et après, voilà. Voilà, l'année prochaine, quand ça commencera à monter, je m'orienterai, voilà, avec mon capital, j'orienterai ça vers d'autres choses, vers mon expatriation. Les pays où je m'expatrie. Donc voilà. Voilà pour le Bitcoin. En tout cas, sur le court terme, c'est pas très bon signe parce que les recherches Google pour le mot crypto retombent à leur niveau de 2020. Donc avec un score de 17 sur 100, l'intérêt en ligne pour les crypto-monnaies a fortement diminué par rapport aux niveaux les plus élevés atteints en mai 2021. Donc, soyez prudents. En fait, là, les cryptos en ce moment n'intéressent personne. Ça range, c'est chiant. À chaque fois, on a un espoir que ça monte, ça coule. Et en fait, si vous regardez, que vous fermez les yeux, que vous revenez, allez, un mois plus tard, 2 semaines, en fait, vous voyez que le Bitcoin est toujours plus haut. Là, ça se trouve, dans le courant de la semaine pro, imaginons, hein, il va passer à 34 000. Le Bitcoin va exploser, va dépasser 30 et va rapidement monter à 33 000. Et là, mine de rien, on va se dire, bah attends, au début de l'année, on était à 16 000 et là, on est à plus du double. Et on a l'impression que ça range ou que ça fait rien, mais au final, on est toujours plus haut. Donc, comment ça se fait? Vous voyez? Donc, en fait, ça grappille quand on s'y attend pas. C'est pour ça qu'il faut être investi et holder. Et pas être là, découragé et ne plus s'intéresser aux cryptos. Il faut toujours s'intéresser. C'est dans ces moments-là que tout se build, tout se construit et tout se fait. Vous voyez? Donc, gardez espoir. Et là, regardez l'espoir. En tout cas, Michael Saylor qui le montre. Hein. L'or ne peut pas gagner face au Bitcoin. Bitcoin ne peut pas perdre, en tout cas. Donc là, c'est quoi? Les performances depuis le 10 août 2020. Et quand MicroStrategy a adopté le Bitcoin dans sa stratégie. Donc regardez, depuis 2020, le 10 août 2020, regardez les performances des deux actifs là. Vous voyez? Donc avec Bitcoin, en gros là, vous aurez doublé votre investissement, simplement. Doublé, voire presque triplé. Alors que l'or, depuis 2 ans, eh bien voilà, on est même légèrement négatif. Mais bon, après, voilà, en fait, on est au même niveau quasiment pour l'or. Et bah, vous le savez, hein, le Bitcoin, lui, va être de plus en plus adopté. Alors que l'or, bon, l'or, ça y est, hein, tout le monde en détient un petit peu. Enfin, c'est pas l'actif du moment ou de la hype ou des choses comme ça. Donc, voilà, par rapport à ça. Pour les autres projets, la Corée du Sud a échangé beaucoup plus de XRP qu'Ethereum cette année. À noter. Hein. Donc, en Corée du Sud, le XRP est privilégié par rapport à Ethereum. Donc, vous voyez qu'en Chine, Ethereum est adulé et son réseau est privilégié, son écosystème avec ses Layer 2, avec la chaîne aussi BNB. Mais en Corée du Sud, c'est plutôt Ripple.
Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, de manière générale, toutes ces cryptos-là vont performer et vont attirer, voilà. Ethereum, Ripple, c'est du très solide, tous. Voilà. Après, Solana, Avalanche, un petit peu moins, Polkadot, mais ils sont là quand même. Il y a encore de l'espoir sur ces cryptos-là. Vous voyez? Donc, faut le noter, faut le noter. Notez bien aussi que Ripple est plus rapide hein, que Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin. Donc, quand le Dash fait 10 transactions par seconde ou Bitcoin, ça c'est... Ouais. Non, ça c'est quoi? C'est la liquidité. Ah, le problème de liquidité mondiale. Donc, je sais pas de quoi il parle exactement. Mais en tout cas, voilà, Ripple a l'air d'être plus rapide. Moi, je pense que c'est les temps de transaction. Hein. Je sais pas, il parle de liquidité. Bon, bref. En tout cas, bon, ici, il y a quelqu'un, un défenseur qui dit du Bitcoin, je pense, qui dit que XRP ne peut pas rivaliser avec Litecoin. Litecoin Layer 2 peut effectuer des millions de transactions par seconde. Ah d'accord, ils ont le Lightning Network aussi sur le Litecoin apparemment. Image intéressante, je vais la garder. Ok, bah écoutez, on verra ça. À voir en tout cas, mais c'est la guerre, c'est toujours une guerre là entre les grosses cryptos là, enfin les communautés. Donc Van Eck qui gère un ETF de 69 milliards de dollars prévoit que le prix de l'Ether atteindra 11 800 dollars en 2030. Donc l'Ether n'est même pas encore à 2000 dollars. L'Ether est aux alentours de 1900 dollars. Imaginez que l'Ether passe 11 000 dollars. En fait, ce serait un x10 à partir de maintenant. Vous voyez? Donc, on verra. Un Ethereum qui ferait un x10 d'ici 2030, je pense que c'est possible, ouais. C'est dans les cordes. Et voire plus même peut-être. Avant que ça corrige. Donc pour la société d'investissement, l'ETH deviendra également un concurrent des bons du trésor américain. Rien que ça. Hein. Donc là, je pense que là, c'est un peu trop optimiste. Non, Ethereum, c'est une plateforme de smart contract. Enfin, ils produisent des... Enfin, voilà, ils sont une plateforme pour que les DApps, les applications décentralisées, se bâtissent. Mais de là à ce que Ethereum remplace les bons du trésor américain, waouh. Je ne sais pas si c'est Ethereum qui aura ce rôle-là. Là. Vous voyez? La Layer 2 d'Ethereum, donc de Polygon, Deutsche Telekom s'associe à Polygon pour devenir un validateur. Sur le Layer 2 d'Ethereum. Une décision qui vise à soutenir la croissance et la sécurité du réseau tout en générant de nouveaux revenus. Voilà un partenariat Polygon Deutsche Telekom qui devient un nœud du réseau. Polygon en a bien besoin parce que Polygon c'est assez centralisé, il n'y a pas beaucoup de validateurs. Même si c'est une Layer 2 d'Ethereum et ils profitent hein, de la sécurité d'Ethereum, mais ils ont quand même leur propre validateur. Donc ils sont un peu centralisés. Hein. Bon, on verra. Ici, Binance qui commence à avoir les certifications. Donc Binance a obtenu les certifications ISO 27001 pardon, et ISO 27701 en France, à Bahreïn pardon, et aux Émirats Arabes Unis. Donc Binance qui est bien implanté maintenant en France, donc en Europe et au Moyen-Orient, à Bahreïn et aux Émirats. Donc c'est pas mal, pas mal. Ils ont les normes, ils ont tout ce qu'il faut. Et donc, nous sommes impatients hein, d'étendre ces licences à d'autres régions du monde. Donc Binance, tranquillement, qui se fait son petit nid. C'est pour ça que la BNB, là, c'est un mastodonte. Hein, et la crypto BNB, là, de Binance, est à négocier, normalement. C'est du solide. Si vous voulez avec des gains garantis, c'est par Binance qu'il faut passer. Binance va s'implanter et va être un géant dans le monde entier. J'ai l'impression qu'en Asie, ils s'en sortent plutôt bien. Enfin, Asie, Moyen-Orient, dans cette zone-là, là. Et vous voyez qu'ils s'implantent même en France, en Europe, là. Donc, c'est pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. Faudra compter sur le BNB, hein, toujours. Aussi, quelqu'un vient d'acheter 1,6 million de sols sur Binance. Impressionnant. Hein. 1,6 million de sols sur Binance. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il y a une baleine hein, qui s'est fait plaisir et qui a acheté du Solana. C'est pour ça que Solana, là, hier, là, avait pump un peu. Donc, Solana n'est pas mort. J'ai beaucoup de scepticisme. Après, dans tous les outsiders, si je rassemble Solana, Cardano, toutes ces Layer 2, ces Layer 1 là, de la deuxième génération, on va dire, c'est sur Solana que je serais le plus bullish, là. Vous voyez?
par rapport à Polkadot, Cardano, Tezos, Avalanche, tout ça là. Solana encore, il y a encore un petit espoir. Ils sont là quand même sur les NFT, tout ça. Et il y a beaucoup de projets qui s'établissent comme Render Token, comme Helium, tout ça. Il y a des gros projets, hein, vraiment des gros projets sur Solana. Après, je pense qu'ils ont fait quelques erreurs là à sortir leur téléphone Saga, là, le téléphone Web3 très tôt comme ça. Pour moi, ça va flopper. Mais Solana, j'ai bon espoir. Donc voilà, par rapport à tout ça, on a un wallet, un crypto Atomic Wallet qui a été hacké. Ses utilisateurs se sont fait dérober plus de 35 millions de dollars. Voilà. Donc un beau wallet doit être offline, open source, pas de mise à jour automatique, gros risque. Et de préférence, Bitcoin only, moins codé. Bon. En tout cas, Atomic Wallet, voilà, a été hacké. Et la dernière actualité, Do Kwon a de nouveau été libéré sous caution au Monténégro. Après que le tribunal a rejeté l'appel de l'accusation. Bon. Écoutez, voilà, avec Do Kwon là, encore libéré. Do Kwon, moi, je fais pas partie de ces youtubeurs pour le moment. Hein. Je suis assez mitigé, je sais pas trop quoi en penser. Mais dans le fond, je suis sûr qu'il a rien fait. Il s'est juste fait attaquer par le gouvernement américain. Les grosses chaînes de YouTube, les gros youtubeurs, tous pensent que c'est un criminel fini, un corrompu. C'est vrai qu'il a falsifié un peu ses papiers là pour se cacher là au truc. Donc je sais pas trop. Pour moi, il s'est fait emmener dans un piège là par les Américains. Mais bon, après, on va pas s'attarder sur ça, on verra. Donc le top des cryptos dans la tendance là. Les cryptos favoris. Vous voyez, PP est toujours là. Donc PP est toujours en top des tendances. Vous avez Luna qui renaît un peu de ses cendres là. Qui a fait un plus 36% hier. Donc à voir, à surveiller. Mais attention, pas de FOMO sur Luna. Faites attention. XRP est toujours là. XRP qui performe pas mal. Voilà, Bitcoin, Sui. Bon, Sui à voir là. Apto, Sui là. Voilà, je suis... je sais pas. C'est mieux qu'un. C'est très solide. Très rapide, mais bon. À voir. Cardano, Ethereum, bon. Render, Polygon, Solana. Bon. Les principales grosses cryptos sont là quand même. Hein. Polkadot aussi. Bon. Voilà en tout cas par rapport à tout ça. Je vais en rester là. On est quasiment une demi-heure. Donc on va pas faire plus loin. Je check un peu les dernières actualités. Donc regardez, hein, sur le Bitcoin, on n'est pas loin. Soit on va aller beaucoup plus bas là, à 25 000. Soit on va remonter les 7 fois cassés pour aller chercher les 30, voire 34 000 à court terme. Donc, surveillez bien tout ça. Bon, je reste là. On en reste là. Donc voilà, l'histoire continue, on va dire. Spartiate, force à nous, hein. Bon courage à vous. Profitez des beaux temps, surtout en France là. Et charbonnez et vous savez quoi faire. Ensuite, il faut investir et la roue qui tourne. Ok? Donc passez une bonne après-midi. Et on se retrouve tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, je fais un live exceptionnel sur la keynote d'Apple. Donc on est aujourd'hui lundi 5 juin. Et je fais un live sur Apple. Et on va surtout surveiller les cryptos de métaverse, de réalité augmentée ou virtuelle là. Donc je vais scruter, on va scruter en live la performance des cours de ces cryptos, tout en découvrant les nouveaux produits d'Apple et peut-être le casque de réalité mixte d'Apple. Donc on se retrouve tout à l'heure, hein, aux alentours des 18h et quelques pour cette keynote là. Merci à vous. Hein. Allez, à plus.